Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de pouvoir être ici aujourd'hui. L'objectif de ma présentation ici, c'est de faire part de mes retours d'expérience sur Magento 2. Magento 2, c'est une solution que je connais depuis maintenant plus de 8 ans. J'ai commencé ma carrière chez Caudalie à l'époque sur une version monolithique de Magento. Et ensuite, j'ai goûté au plaisir de travailler sur la version headless avec Maison du Monde. Et une fois qu'on y a goûté, on a du mal à revenir en arrière. Donc j'ai eu l'occasion de continuer avec Zadig et Voltaire. L'avantage énorme de cette solution, c'est qu'on va avoir sur notre site e-commerce du coup un découplage entre le back-end et le front-end, et c'est quelque chose vraiment d'appréciable pour tout un tas de raisons. Donc moi, je suis CTO chez Zadig et Voltaire depuis plus d'1 an maintenant. Mais si je m'adresse aujourd'hui dans le cadre de Magento Meet, c'est surtout pour faire part de mon expertise technique sur Magento. Et je trouve ça très cool de pouvoir partager sur le plan technique mes retours d'expérience que j'ai eu avec la solution. Il y a des choses à savoir sur Magento, et l'idée ici est de les partager. Il y en a certaines que vous connaîtrez déjà, mais je vais commencer par une allégorie que vous avez sans doute déjà tous vue, peut-être au moins une fois sur LinkedIn. Je me permets de la reprendre. On va considérer qu'une solution PaaS on-premise, c'est une Porsche comme ça qui vous est livrée à domicile. Vous faites ce que vous voulez avec sur le principe, mais voilà, on a différents produits qui sont positionnés là-dessus. Sidus, Shopware, Magento, Adobe Commerce, MageOS, voilà. Et à côté de ça, on a une vraie bataille avec en face une solution SaaS. Là, j'ai pris dans mon exemple Tesla. Mais l'objet, c'est surtout de faire appel au produit. Le produit en lui-même, en fait, c'est de l'autopilote. C'est quelque chose où, en fait, vous allez être guidé dans votre pilotage. Vous allez avoir des mises à jour automatiques. Ça a des avantages, des inconvénients. Je ne suis pas là pour éventuellement juger l'intérêt que peut avoir un produit par rapport à l'autre. L'objet ici, c'est surtout d'évoquer qu'il y a des positionnements qui sont assez forts. Je n'ai pas eu le temps de mettre à jour mon slide, mais évidemment, Adobe Commerce se positionne maintenant sur les 2 tableaux. Et donc, on a la possibilité d'avoir un produit, finalement, qui va s'étendre sur ce modèle-là. Et le modèle SaaS, il est intéressant, mais il est contraignant. Maintenant, je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie on-premise, c'est la partie product as a service, c'est la partie sur laquelle je travaille depuis maintenant 8 ans. Le but, c'est d'éviter ça, en fait, quand on est sur du PaaS. C'est d'éviter de se prendre un énorme mur avec sa Porsche, parce qu'en fait, on peut très rapidement, sur un produit PaaS, faire n'importe quoi si on ne fait pas appel aux bonnes expertises, aux bonnes personnes, aux bonnes agences, à des gens qui ont vraiment la connaissance du produit. Si vous partez sur des gens qui, à un moment donné, font juste du PHP, il ne faut pas s'étonner derrière d'avoir des problèmes. Un développeur PHP, ce n'est pas un développeur Magento. Un développeur Magento, il a un domaine d'expertise, il sait ce qu'il fait normalement, il a ses certifications. Donc c'est important de vraiment avoir cette connaissance-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui est important sur Magento. Le principal point qu'il y a à savoir, je vais aborder le sujet de la conception et de la maintenabilité. Pour moi, il y a un socle technique à connaître quand on travaille sur Magento. Je vais aborder les principaux points que j'ai retenus de mes 8 ans d'expérience. Déjà, ne pas réinventer la roue. Ce qui est hyper important pour un développeur, je pense, c'est de déjà bien connaître le produit. Alors, ça peut paraître un petit peu chelou, mais déjà, en fait, on évite de partir sur des solutions billes en tête et de réinventer quelque chose. Si vous êtes en train de réinventer quelque chose, si vous êtes en train de révolutionner le e-commerce, et du coup, ça vaut peut-être le coup de se poser la question de est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que je pars dans la bonne direction? Est-ce que je ne vais pas questionner le métier à un moment donné par rapport à ce besoin? Parce que là, je suis en train d'être le seul à le faire. Donc il y a peut-être un souci. Ensuite, aujourd'hui, on est sur un écosystème qui est quand même vachement mature. Magento est là depuis des années. On a des solutions qui, de base, au niveau de la plateforme, sont quand même assez étendues. Et on va pouvoir les alimenter avec une marketplace qui est assez importante et des modules open source aussi qui sont disponibles pour n'importe qui et gratuits. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, je vais parler aussi de l'hygiène globale du code. C'est important de bien maîtriser sa dette technique. L'hygiène du code, c'est simplement avoir une connaissance de son code, une connaissance du produit, connaissance du code. Et ensuite, respecter les coding standards, c'est un point aussi que je considère comme important, parce que le respect des coding standards, c'est l'homogénéisation du code. Donc homogénéiser le code, ça va être une manière finalement de mieux être en capacité de le lire. Et aujourd'hui, les développeurs, leur vraie valeur ajoutée, c'est de connaître le code, de connaître le fonctionnement des différentes fonctionnalités qui ont pu être développées sur un projet. Ensuite, il y a le feature flag et aussi la partie modulaire de Magento qui est hyper intéressante. Une bonne pratique, par exemple, peut consister à développer un module sur un Magento Vanilla, de tester ce module, de le faire fonctionner en autonomie totale et ensuite de le réintégrer finalement sur votre site marchand.
Et donc dans ce cas-là, vous avez l'exemple parfait d'un module qui va potentiellement être vendable sur la marketplace, qui va potentiellement être open sourçable, parce que vous l'avez fait tourner en autonomie totale. Et donc la modularité de Magento, c'est un point hyper important, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand vous travaillez. La simplicité, ça peut être de se dire, je vais aller dans mon module Sales, qui est un énorme fourre-tout, et je vais tout mettre dedans. Non, non, l'idée, de mon point de vue, c'est vraiment de bénéficier de cet aspect modulaire, de pouvoir être en capacité de couper un module quand on veut, quand on le souhaite, et puis d'intégrer du feature flag qui est aussi important. Ensuite, d'autres aspects, le test fonctionnel, l'approche TDD. À ce niveau-là, ça va pour moi dépendre de la taille de votre équipe. Chez Maison du Monde, on avait quand même une équipe de développeurs, par exemple, très conséquente. Avoir des tests fonctionnels, ça va permettre de garantir un time to market, ça va permettre de s'assurer qu'en fait, quand on envoie quelque chose en production, quand on fait une montée de version, ça marche. Avant même d'engager des ressources de type QA ou end-to-end user, on va pouvoir, au niveau du back, valider tout un tas de choses qui vont vraiment améliorer finalement le time to market. Ensuite, il y a connaître et suivre ses dépendances. Ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent. Le composer JSON est souvent ignoré. C'est très dommage parce que vous êtes responsable de la sécurité quand vous avez un produit pass. Un produit pass, c'est un produit qui doit évoluer, qui doit lancer un composer update régulièrement parce qu'il y a des failles de sécurité. Les failles de sécurité, vous avez la responsabilité de les mettre à jour. Et donc, du coup, connaître et suivre les dépendances qu'on a sur son projet, c'est hyper important. Et puis le dernier point, c'est le monitoring. Le monitoring, pour moi, c'est pareil, une vue à 360 du produit. On s'assure que tout est fonctionnel. On va être en capacité de garantir auprès des clients qu'on ait un service qui est 100% disponible. Après, évidemment, la surveillance du produit et de ses évolutions, c'est un peu la base du sujet. Mais je vais tout de suite entamer sur la suite. J'ai un cas d'exemple très, très intéressant qui est la montée de version. La montée de version, c'est un sujet un peu painful, de ce que j'ai compris globalement pour tous les commerçants. Alors pour moi, c'est assez surprenant parce que j'aime bien ça, donc je dois être le seul, je pense. Mais j'aime bien faire des montées de version. Donc c'est vraiment un plaisir, surtout quand il y a plein de développeurs, parce qu'il y a plus de challenge, il faut rebase 15 fois la branche, etc. Enfin, c'est très très cool. Mais justement, moi j'aime les challenges, j'aime quand c'est compliqué. Et en fait, là, on se retrouve avec, par exemple, la montée de version de Zadig Voltaire que j'ai faite il y a un peu plus d'un an. On a dans le screen que je vois ici 237 lignes de code qui ont été supprimées et 74 lignes de code ajoutées. C'est une superbe opportunité en fait la montée de version parce que ça va vous permettre en fait d'une part, si vous travaillez sur un projet, de prendre connaissance de tout le code existant, de tout ce qui a été développé à un instant T. Et déjà rien que ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez connaître le produit. Le deuxième graphe que je vous montre, c'est en fait ça c'est spécifique à Zadig Voltaire, mais Zadig Voltaire en 2018, j'y étais pas, mais Zadig Voltaire était en monolithique. Donc en fait vous pouvez regarder la courbe rouge. C'est tout le code qui a été supprimé parce qu'en fait on supprime la partie front puisqu'on est passé en headless. Donc du coup on va pouvoir supprimer ce code qui est complètement obsolète et mort, et donc faciliter finalement les montées de version futures, tout en ayant une connaissance approfondie du sujet. Et puis enfin, évidemment, on peut voir à la date de suppression, finalement, qu'on part sur une code base assez lissée, ce qui va être simplifier finalement les développements futurs. On va pouvoir repartir sur des bases un peu plus saines. Pour moi, c'est un enjeu stratégique, la montée de version sur un produit pass. Il faut vraiment prendre en compte l'historique du code. Donc, ça passe par le fait de regarder le git blame, s'approprier les tickets Jira, regarder globalement pourquoi les fonctionnalités ont été développées. Ensuite, après, on va pouvoir s'adresser aux équipes métiers, on va pouvoir s'adresser aux PO. C'est hyper important de s'adresser aux personnes qui connaissent le produit pour revalider en fait tous les besoins métiers à un instant T et être en capacité éventuellement ensuite de supprimer et de refactorer. Refactoring, c'est les principes solides et KISS que je recommande. Le but ici, c'est d'isoler la complexité, de s'assurer de rester sur des principes simples et de pouvoir avancer simplement dans le code. Ensuite, on a la suppression du code mort obsolète. Une fois que le code a bien été identifié, on va pouvoir le supprimer sans risque finalement. Et enfin, un autre point que je retiens, c'est l'adaptation, la centralisation de la dette qui va permettre en fait de vraiment contenir la dette technique, de pouvoir vraiment la cibler et donc de pouvoir finalement la centraliser à un seul endroit. Voilà pour cette partie. On a donc du coup une réduction de la dette technique globalement, et c'est surtout ça qu'on retient sur une montée de version. On va pouvoir vraiment baisser sa dette technique. C'est une opportunité formidable de le faire. Il y en a peu dans le cadre d'un projet. Faire une montée de version sur Magento, ça peut sembler painful, mais en fait pour moi ça l'est pas du tout. Ça va permettre aux développeurs de mieux connaître le code et ensuite au fur et à mesure de simplifier les montées de version futures.
J'ai ensuite parlé de quelques use cases que j'ai pu rencontrer pour bien accélérer avec l'apport, justement. Donc, on a des optimisations techniques qu'on peut connaître. Et il y a un point qui est assez intéressant. J'ai choisi un cas particulier, qui est SoClose. SoClose, c'est un OMS. Donc, on s'en sert chez Zadig Voltaire simplement quand on n'a plus de stock sur notre entrepôt principal. On va pouvoir rediriger nos pièces vers des boutiques et les boutiques vont être en charge finalement d'expédier ces produits. Là, ce dont je vais parler très simplement, c'est une sorte de méconnaissance technique qu'on pourrait avoir vis-à-vis de Magento. Donc là, ce que vous voyez, c'est la classe collection du Magento Framework Data. Et dans le Magento Framework Data, toutes les classes, toutes les collections dans Magento global, partout, héritent de cette classe. Voilà. Et donc ça va permettre de gérer des objets. Ces objets, on va pouvoir les charger sous forme donc, de collection, itérer dessus, faire de la pagination, etc. Donc c'est le natif de Magento, on en retrouve partout. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde et qu'on va dans le vendor, on va trouver une autre classe sous-utilisée, clairement, qui s'appelle Magento Framework API. Elle porte bien son nom, elle est dans le dossier, le namespace API, Abstract Service Collection. Moi, j'ai découvert cette classe par hasard. Si vous regardez sur Jira, sur la documentation d'Adobe, vous la trouverez pas. Si vous regardez sur Stack Overflow, vous la trouverez pas. Si vous demandez un LLM, vous la trouverez pas non plus, puisque personne n'a vu cette classe nulle part, à part les dingos qui, comme moi, vont chercher des trucs un peu chelous dans le code. Et en fait, c'est pas chelou en soi, c'est juste c'est sous-utilisé. Mais il y a des choses dans le framework de Magento qui sont hyper intéressantes. Et dans le cadre de SoClose, moi, je vais pouvoir simplement faire un appel donc à un web service externe, qui est SoClose, récupérer des objets. Ces objets, je vais pouvoir les populate dans ma collection. Et à partir de là, comme j'ai une collection, je m'assure d'avoir un code qui, en gros, ne disparaîtra jamais parce que les collections de Magento ne disparaîtront pas. On est sur quelque chose donc du coup d'hyper robuste. Et ensuite, je peux hériter derrière de tout le mécanisme de service contract en mettant en place du coup des patterns de développement qui sont communs à la plupart des développements de Magento. Et l'avantage du service contract, c'est qu'il va vraiment permettre de scinder finalement la partie business de la partie technique. Et le dernier point, c'est que du coup, comme c'est une collection, je vais pouvoir l'intégrer dans mon sales order grid.xml et donc je vais pouvoir afficher la liste des items commandés par mes clients, avoir un suivi des produits, avoir un carrier number, etc. Et donc le résultat, ça donne ça. Et il m'a fallu en gros 15 minutes pour le faire, le dev. Je déconne pas. Après, je ne sais pas pour qui, éventuellement, il y aurait d'autres possibilités de le faire. Il y a 15 manières de le faire, en fait, ce code-là. Il y a 15 manières de le faire, mais pour moi, il n'y en a qu'une seule qui est bonne, en fait, finalement. Et c'est ça qui est intéressant avec Magento, c'est qu'en fait, on a finalement la possibilité de vraiment trouver les bonnes solutions, les solutions les plus optimisées. Il faut les chercher un peu, il y a un temps de recherche, mais c'est intéressant. Et je vais tout de suite enchaîner sur les limitations. Magento, en fait, n'a pas été conçu finalement, je dirais, pour répondre à des besoins d'énormes batchs de données, etc. Et en fait, on va retrouver des registres comme ça parce qu'on va avoir des contrôleurs front, des contrôleurs back qui vont charger des produits, qui vont charger des commandes. Et pour éviter d'aller requêter la base de données plusieurs fois, on a des registres. Et si vous regardez, globalement, là, c'est l'order repository. Ensuite, j'ai le product repository. Le product repository, c'est pire parce qu'on est sur un get list. Donc le getlist, voilà, ça suppose qu'on va chercher des gros volumes de données. Et donc ça nous indique tout simplement qu'on n'est pas sur un produit API-driven. Et ça, on ne peut pas en vouloir à Magento, le produit est vieux, il date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas gravissime en soi, c'est juste qu'il faut trouver des solutions pour ça. Et surtout, on va se retrouver par rapport à des problèmes de scalabilité parce qu'en fait, le registre va être surchargé. Dès le moment où je vais, peut-être localement, ça va fonctionner. J'ai 100 produits en local, je vais charger mes 100 produits, pas de problème. Puis j'arrive en production. En production, j'ai 10 millions de produits. 10 millions de produits pour aller les charger là. Tout de suite, vous allez vous taper une erreur de ce type-là. Et globalement, je pense que je ne suis pas le seul à avoir eu ce type d'erreur. Et donc, on se retrouve souvent avec, voilà, le oh shit, here we go again, dans le sens où on va vraiment tous rencontrer le même problème. Et l'objectif, là, c'était de vous partager les solutions qu'on a. Les solutions, c'est l'event driven. L'event driven, en fait, c'est Adobe Commerce déjà qui propose l'intégration Starter Kit avec la Builder. Ils ont tout de suite compris, en fait, Adobe, qu'on pouvait jouer avec l'événementiel sur Magento. Magento est vraiment conçu pour de l'event-driven et on peut vraiment y aller les yeux fermés dans le sens où en fait, on va pouvoir scale, on va pouvoir aller loin, on va pouvoir finalement ne pas se poser la question de finalement, même si je donne un exemple, j'ai un marché aujourd'hui qui est assez faible, je ne vais pas pénaliser mes équipes métiers. Si je scale au niveau de mon business, je vais scale aussi au niveau technique.
Donc déjà, quand on part sur de l'event-driven, on ne pénalise pas ses équipes métiers, on part sur quelque chose de robuste dès le départ. Que j'ai 10 commandes à traiter ou 10 millions, c'est pareil, c'est de l'event-driven et c'est l'intérêt. Ensuite, les message brokers, c'est le même concept, c'est simplement, on a des solutions open source comme RabbitMQ, on a MySQLQ dans Magento nativement qui fonctionne aussi très bien. Et puis, d'un autre côté, on va avoir les parallèles, les single processing avec la fonction PCNTL fork. C'est une fonction qu'on va retrouver dans les index natifs de Magento. On a en fait des dimensions dans Magento au niveau des stores, des customer groups, etc. Et donc quand on a un index qui part en indexation, Magento va paralléliser finalement les processus par store, ce qui fait qu'on ait 10 stores ou un store, finalement l'indexation va être à peu près la même. C'est juste les ressources au niveau du CPU qui vont être plus sollicitées, puis au niveau de la mémoire aussi. Et l'énorme avantage de cette fonction, c'est que notamment elle va pouvoir réinitialiser la mémoire. Et donc réinitialiser la mémoire, ça a beaucoup d'avantages. Quand on a une collection à traiter, les problématiques de registre, on les oublie. Donc j'avais fait un module open source que vous retrouverez à la fin, mais grâce à ça en fait on garantit un code qui est à la fois performant, maintenable, scalable et puis qu'on va pouvoir tester aussi bien localement qu'en production. On s'évite les mauvaises surprises et l'effet oh shit here we go again qu'on a tous je pense plus ou moins rencontré. Cette page vous la connaissez aussi je pense, donc ça c'est la page de maintenance de Magento. L'idée, c'est que je trouve que c'est un peu dommage que les clients se prennent cette page et attendent bêtement pendant 30 secondes que la mise à jour soit faite au niveau de Magento. En fait, pareil, j'ai trouvé une solution par rapport à ça à l'époque chez Maison du Monde. J'en ai fait un module open source qui ensuite a été intégré finalement nativement dans Adobe. Cette fonctionnalité, c'est dans l'env.php, on va retrouver la possibilité de mettre un blue-green enable à true. Ça va permettre tout simplement à Magento de bypasser les deux classes que vous voyez en orange ici. Et ces deux classes-là, en fait, elles ont le devoir de finalement valider les modifications de configuration et les modifications de version de module. On retrouve aussi la variable d'environnement Magento Redis Prefix qui, elle, va permettre de réinitialiser le cache Redis lors du déploiement. Donc évidemment, tout ça, ça suppose que vous ayez un orchestrateur de conteneurs type Kubernetes. Moi, c'est ce que je recommande de manière générale. De toute façon, quand on déploie un Magento, que ce soit open source ou PaaS ou quoi que ce soit, l'avantage de Kubernetes, c'est qu'on va pouvoir avoir la maîtrise complète de bout en bout des ressources qu'on utilise. Et derrière, en fait, je vais avoir un blue-green deployment. Donc, c'est-à-dire que ma version antérieure va tourner avec le cache toujours en place. Et la nouvelle version qui arrive repart avec une clé de cache Redis nouvelle et donc du coup va recréer son propre cache. Ensuite, on a juste besoin d'injecter dans ces fichiers Helm le Magento Redis Prefix et la commande de setup upgrade et on se retrouve avec un déploiement avec zéro downtime. Voilà, globalement, voici les ressources que j'ai pu noter. J'ai mis un petit QR code. Le QR code, vous y retrouvez globalement toutes les ressources avec lesquelles je travaille depuis plus de 8 ans. Il y a aussi quelques modules open source que j'ai eu l'occasion de développer pour résoudre des problématiques techniques. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je pense qu'on a plein de raisons de faire de l'open source pour des raisons différentes. Mais c'est vrai que sur le plan technique, ça arrange à peu près tout le monde. C'est-à-dire que quand on est face à un problème technique, on va pouvoir finalement en faire bénéficier à toute la communauté. Et donc, c'est ça qui est aussi assez cool. Et puis concernant les montées de version, comme je disais, j'ai un PDF complet qui retrace un petit peu les différentes actions qu'on peut mener pour réussir sa montée de version. Voilà, merci à tous. Merci, merci d'être là. Merci beaucoup Benjamin pour cette conférence. Place aux questions, si vous en avez. On fait comme tout à l'heure, on fait circuler un micro. Et Benjamin, encore quelques minutes pour vous répondre. Allez-y, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Je m'interrogeais sur comment tu fais pour choisir entre développer en spécifique, mettre un module, faire un plugin, prendre une solution SaaS qui va peut-être couvrir le périmètre. Voilà, comment tu appréhendes en fait ce choix ? Yes, bah écoute, c'est assez simple finalement. Ça va dépendre de la société avec laquelle on travaille, le prestataire de service à un moment donné. Donc, je vais te donner un exemple. Par exemple, j'ai eu l'implémentation de Riskified récemment, qui est un mécanisme de sécurité qui va permettre de réduire les cashbacks sur les États-Unis notamment. Cette solution-là, en fait, ils avaient un module Magento, mais le module Magento ne permettait pas de faire de la préautorisation.
Et la préautorisation, finalement de lancer la sécurité sur la préhaute, ça se faisait après le paiement. Et donc là, c'est un peu dommage parce que du coup, on va payer Adyen, en l'occurrence c'est notre PSP, pour la transaction. Et l'idée, c'était simplement de faire ce check à la préautorisation. Donc on a fait un module dans ces situations-là, par exemple, parce que le prestataire en avait fait un, mais qui ne correspondait pas exactement au pattern que lui-même, d'ailleurs, avait conseillé, à savoir la préautorisation. Donc en fait, ça va vraiment, pour moi, dépendre finalement de l'état de l'art qu'on veut atteindre. Si on veut atteindre vraiment une solution optimale qui correspond au mieux aux besoins du client, dans ce cas-là, je recommande effectivement la création d'un module dédié. Merci pour la question et pour la réponse. Une autre question? Partage d'expérience? Interrogation? Personne? Benjamin a été très clair, parfaitement clair. Bon, on va vous remercier, Benjamin. Merci à vous. Et nous, on reprend à midi.